Vous pensiez peut-être que l'on maîtrise toutes les orbites, tous les satellites, tous les débris qui tournent autour de la Terre. Eh bien, détrompez-vous, parce qu'après avoir vu cette vidéo, vous allez vous rendre compte que l'espace, au-dessus de nos têtes, n'est peut-être pas aussi vide que ce qu'on nous dit. Bonjour à tous, bienvenue sur UFO section 51, je suis DosGeek et c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur la chaîne dédiée aux ovnis et au paranormal sur YouTube. Bienvenue à vous, encore merci pour vos likes, pour vos partages sur les précédentes vidéos et bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre récemment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons prendre un petit peu de hauteur et nous diriger dans l'espace, plus précisément dans l'orbite terrestre, où vous allez voir que là aussi il se passe des choses. Dans une récente vidéo de News Nation, le journaliste Ross Coulthard a évoqué une théorie plutôt troublante développée par l'astrophysicienne Beatrice Villarruel. Cette théorie incroyable avance que le gouvernement américain serait parfaitement au courant de la présence d'objets mystérieux qui circulent en permanence autour de la Terre en orbite basse, des objets qui seraient observés et traqués régulièrement et depuis longtemps par des organismes comme la NASA ou d'autres agences un peu plus confidentielles. Et ce n'est pas tout, Beatrice Villarruel, elle affirme que même avant le lancement de Sputnik en 1957, il y avait déjà des centaines de milliers d'objets artificiels en orbite basse dont l'origine reste totalement inexpliquée. Alors que se passe-t-il vraiment dans notre ciel? Et si l'espace au-dessus de nos têtes n'était pas aussi vide que ce qu'on nous dit? Il faut savoir que le docteur Beatrice Villarruel n'est pas juste une ufologue autoproclamée, ni encore une simple influenceuse du net. Non, c'est plutôt une scientifique reconnue. Astrophysicienne, chercheuse en astronomie à l'Institut nordique de physique théorique, qui travaille sur des phénomènes dits transitoires, c'est-à-dire des points lumineux, des objets qui apparaissent et disparaissent mystérieusement sur d'anciennes plaques photographiques astronomiques. Son travail, c'est d'éplucher tous ces documents photographiques de l'espace. Et d'après elle, ce que nous rapporte le journaliste Ross Coulthard, dans une nouvelle vidéo sur News Nation, le gouvernement américain est parfaitement conscient de la présence de ces objets en orbite basse. Ces objets seraient suivis à l'aide de radars, de télescopes, de capteurs militaires. En clair, il y aurait quelque chose là-haut, et ce quelque chose n'est pas seulement du débris spatial. Et ce qui rend ces propos encore plus troublants, eh bien, c'est qu'elle affirme que bien avant l'ère spatiale, donc avant l'ère Sputnik, avant les satellites modernes, il y avait déjà des objets artificiels qui semblaient en orbite autour de notre planète. Elle a découvert qu'il y avait possiblement des objets artificiels anormaux en orbite géostationnaire avant le lancement du premier satellite humain, en examinant de vieilles plaques photographiques en verre et en montrant que des objets disparaissaient d'une plaque à l'autre durant cette période d'avant 1957, et elle a pu confirmer que la réflectivité disparaissait lorsqu'ils étaient dans l'ombre. Donc, il semble bien que l'on puisse affirmer qu'au cours des années 1950, avant que les humains n'envoient pour la première fois des objets dans l'espace, il existait déjà des objets spéculaires artificiels en orbite géostationnaire. Malheureusement, la complexité de la recherche d'objets dans la situation actuelle, où nous avons des milliers, voire des centaines de milliers d'objets dans l'espace, et en plus une quantité énorme de débris spatiaux, fait qu'il n'est plus possible de déterminer précisément si l'un de ces objets correspond à ces objets anormaux dont Béatrice parlait dans les années 1950. Je soupçonne cependant que les États-Unis, avec leurs caméras et observatoires spatiaux extraordinaires, pourraient détecter ces objets, et je soupçonne fortement, j'en ai eu des indications récentes de certaines sources, que c'est effectivement le cas, que les États-Unis savent parfaitement ce qui se trouve en orbite géostationnaire. Et je suis intrigué par la possibilité, par exemple, qu'il existe un lien entre certains des PAM que nous observons sur cette planète, qui semblent descendre périodiquement de l'orbite, peut-être pour surveiller des sites nucléaires, puis remonter ensuite. Existe-t-il, comme l'a supposé mon ami Patrick Jackson, une sorte de mécanisme de défense planétaire global ou un système d'observation? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose a installé une sorte de système artificiel de surveillance planétaire avec un grand nombre d'objets? Je crois que Béatrice a parlé de centaines de milliers d'objets en orbite géostationnaire. Mettons simplement au clair qu'à ce jour, personne n'a apporté de réfutation convaincante à l'article tout à fait remarquable de Béatrice.
Et notez également que cela n'a pas vraiment eu beaucoup de couverture médiatique dans les médias grand public, et c'est pourquoi je suis irrité. Béatrice Villarol a en effet découvert quelque chose d'assez extraordinaire en orbite géostationnaire. Son article est actuellement soumis à un examen par les pairs. J'espère sincèrement que son article passera l'examen par les pairs et que nous aurons une réponse quant à savoir si les objets dont elle parlait sont effectivement anormaux. Septembre 2024, le télescope spatial James Webb aurait détecté un objet énorme à environ 10 années-lumière de la Terre. Et nous sommes sur sa trajectoire. Et si notre passé renfermait les clés de notre avenir? Depuis des millénaires, les récits anciens parlent des Anunnaki, ces êtres mystérieux qui auraient façonné l'humanité avant de disparaître. Un objet inconnu, changeant régulièrement de trajectoire et semblant se diriger inexorablement vers la Terre, et certains pensent qu'il annonce leur retour. S'agit-il des Anunnaki ou d'une race extraterrestre totalement différente? Viendront-ils en guide éclairé ou en conquérant impitoyable? À travers une analyse fascinante mêlant mythologie, science et ufologie, découvrez les scénarios possibles d'un contact imminent qui pourrait bouleverser notre destin. Êtes-vous prêt pour le premier contact? Parlons de vos projets, du projet Vasco. Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît? Donc, le projet sur les sources qui disparaissent et apparaissent au cours d'un siècle d'observation a commencé par une recherche d'étoiles disparues en 2016. Nous sommes donc partis de l'idée qu'on pouvait chercher certains objets, disons une étoile présente sur de vieilles images, et puis, un jour, elle disparaît parce qu'on espère voir une sorte de super. Une civilisation avancée qui irait tout simplement détruire une étoile ou la transformer en trou noir, ou quelque chose dans ce genre. Nous n'avons jamais trouvé ce genre de choses, mais nous avons découvert quelque chose de très intéressant et différent. Nous avons trouvé des images où l'on peut voir plusieurs objets ressemblant à des étoiles apparaître et disparaître en l'espace d'une demi-heure. Ça, c'était quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout, et c'est aussi un sujet sur lequel nous continuons de travailler. Parce que quand on travaille avec le projet Vasco, l'essentiel, c'est qu'on utilise des plaques datant du début des années 1950, à une époque où il n'y avait pas de satellites dans le ciel. C'est comme imaginer un ciel totalement vierge de toute contamination humaine, sans aucun débris spatial, parce qu'aujourd'hui il y a des millions de morceaux qui clignotent, des débris spatiaux clignotants, et il y a tellement de déchets autour de la Terre. Alors que si l'on remonte à ces premières images, le ciel était pur. Donc, le tout premier objet humain dans l'espace, c'était le satellite russe Sputnik. C'était en 1957. Oui. Donc avant cela, il n'y avait pas d'objet artificiel humain dans l'espace, c'est bien ça? Exactement, à moins qu'il y ait eu des programmes secrets dont on ne nous a pas parlé. Et qu'avez-vous trouvé? Évidemment, les plaques dont vous parlez, ce sont des plaques photographiques en verre. Quelles plaques d'observatoire utilisiez-vous? Nous utilisions des plaques en verre ou des plaques en verre numérisées. En fait, ils ont numérisé toutes ces images, ou du moins beaucoup d'entre elles, provenant de l'observatoire Palomar, qui se trouve en Californie. Donc, c'est sûr. La côte ouest des États-Unis. Exactement. Et donc, nous avons utilisé celles-ci et nous les avons comparées à Pan-STARRS, qui date de 2013 et 2015, il y a une dizaine d'années. Et nous avons comparé les images du ciel et nous cherchions, alors que nous étions à la recherche d'étoiles disparues, soudain un jour, et en fait, pour l'anecdote, cela s'est produit exactement la même semaine où la pandémie a commencé en Europe. J'ai trouvé cette image de 9 étoiles qui était là le 12 avril 1950 et qui n'était plus là ensuite et qu'on ne pouvait pas non plus voir une demi-heure plus tôt. Donc, certaines de ces diapositives ont été prises à une demi-heure d'intervalle. On peut vraiment montrer une période de temps pendant laquelle un ou plusieurs objets lumineux étaient présents dans le ciel, quelque part dans l'espace au-dessus de notre planète, visible à un télescope, et puis une demi-heure plus tard, ils n'étaient plus là. Et nous voulons savoir s'il s'agit d'une véritable observation, parce qu'une chose que les gens nous disent, c'est « Oh, mais peut-être que ce ne sont que des défauts de plaques. » Mais quand on pense aux défauts de plaques, enfin, un défaut, c'est quelque chose de totalement aléatoire. C'est le genre de chose aléatoire qui peut arriver sur la plaque, et peut-être que dans un cas, on verra quelque chose qui ressemble à une étoile. Mais ce que nous faisons,
c'est que nous mesurons en fait les profils de luminosité de ces objets et nous les comparons aux vraies étoiles du champ. Et ce que vous voyez sur les 9 étoiles, ces 9 transitoires, c'est que leur profil de luminosité est identique à celui des vraies étoiles du champ qui ont la même intensité que ces étoiles. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que c'est pertinent? Qu'un défaut de plaque aurait un profil de luminosité différent, il serait sans doute beaucoup plus lumineux. Des formes aléatoires. Et peut-être que les profils de luminosité seraient différents, genre beaucoup plus, disons, irréguliers. Je veux dire, les défauts de plaque, c'est aussi des sortes de filaments, de traînées, tout ce qui est aléatoire. Je ne m'attendrai pas à ce que ce soit identique à des étoiles. C'est pour ça que je pense que ce sont de vraies observations. Donc tu appelles ça des transitoires. En gros, ce sont des transitoires parce que ce sont des objets qui apparaissent sur une plaque lors d'une seule exposition, mais qui ne sont pas là sur une autre. Exactement. Et si tu pensais, disons, que ce que tu vois est une sorte d'astéroïde, alors ce qui est étrange, c'est que, par exemple, si tu avais un astéroïde qui se déplace si vite qu'il est là sur une image et pas sur l'autre, il ne laisserait pas une source ponctuelle qui ressemble à une étoile, il laisserait une traînée. En se déplaçant, et c'est pareil pour les météores. Donc, il s'agissait d'objets stationnaires, ils ne bougeaient pas. Tout ce que nous voyons ressemble effectivement à des objets stationnaires qui sont très éloignés de nous. Donc, évidemment, ce qui t'intéresse vraiment, et moi aussi, ce sont les technosignatures, la possibilité que cela puisse être des engins ou peut-être une sorte de sphère de Dyson, quelque chose qui serait emblématique d'une civilisation technologiquement avancée, peut-être un vaisseau spatial, en train de flotter quelque part dans l'espace, peut-être en orbite. Comment fais-tu la distinction entre cette possibilité extrême d'une intelligence non humaine et d'autres explications naturelles? Quelles sont les explications naturelles qu'en tant qu'astronome, tu dois prendre en compte pour envisager nos différentes hypothèses? Nous avons pris en compte toutes sortes d'explications naturelles et nous les avons examinées, et il n'y a aucune explication naturelle qui puisse expliquer 9 objets qui apparaissent et disparaissent en l'espace d'une demi-heure. Alors est-ce que tout ça colle avec les données officielles? Eh bien il semblerait que oui, en partie. Le rapport de l'AARO, vous savez, l'organisme américain chargé d'enquêter sur les UAP, ou les ovnis en français, mentionne d'ailleurs plusieurs dizaines de cas observés, au-delà de 100 km d'altitude. Autrement dit, dans l'espace. Et c'est déjà un exploit que cet organisme, généralement réputé pour maquiller la vérité en ce qui concerne les ovnis, confirme cette information. On parle d'objets non identifiés qui évoluent dans la zone orbitale, c'est-à-dire là où devraient uniquement se trouver nos satellites et quelques débris. Pourtant, certains de ces phénomènes n'ont eu aucune explication satisfaisante. Bien sûr, dans la majorité des cas, les sceptiques rappellent qu'il peut s'agir de ballons, de débris, de morceaux de fusée ou même d'erreurs de détection. Mais alors, pourquoi en reste-t-il toujours une partie totalement inexpliquée? Et c'est là qu'arrive une des histoires les plus fascinantes de l'ufologie, je trouve, celle du fameux Chevalier Noir, ou le Black Knight Satellite en anglais. Vous connaissez peut-être ce mythe. Depuis les années 50, effectivement, des rumeurs circulent selon lesquelles un mystérieux satellite d'origine inconnue orbiterait autour de la Terre depuis des milliers d'années, environ 13 000 ans. Certains affirment qu'il aurait été détecté bien avant l'ère spatiale moderne, comme une sorte de sentinelle extraterrestre qui nous observerait depuis toujours. Ce mythe, j'avoue, est bien souvent rattaché à la sphère complotiste. Et j'espère que le fait d'en parler dans cette vidéo ne fera pas de nous automatiquement des complotistes. Mais voilà, le problème c'est que ça permet encore une fois aux plus sceptiques de clore très rapidement le débat autour de ce sujet. Donc si on en croit tous ceux qui ont essayé d'analyser tout ce mythe de manière objective, l'origine de la légende du Chevalier Noir proviendrait d'émissions radio naturelles extraterrestres répétitives supposément entendues lors des expériences radio de Nikola Tesla en 1899, ou encore de longs échos retardés entendus pour la première fois par l'opérateur radio amateur Jørgen Hals à Oslo en Norvège en 1928. Ce qui est un peu ironique dans l'histoire, c'est que ceux qui s'attachent à démonter le mythe s'appuient eux aussi un peu rapidement sur des suppositions et sur le principe du « fais-moi confiance, j'en sais plus que toi sur la question ». Malheureusement pour les sceptiques, dans les années 90, on a d'ailleurs des images prises par la navette spatiale STS-88 qui ont relancé le mythe. On peut y voir en effet un objet sombre, anguleux, qui semble flotter au-dessus de la Terre. À partir de là,
Pour les ufologues, pas de doute, c'est le Chevalier Noir. Mais la NASA a aussitôt répondu qu'il s'agissait simplement d'une couverture thermique perdue lors d'une sortie dans l'espace. Mais là encore on connaît la musique avec la NASA. Combien d'anciens ingénieurs de la NASA déclarent régulièrement depuis des décennies que l'agence spatiale a pris pour habitude de manipuler certains clichés avant de les diffuser publiquement afin de masquer des anomalies observées aussi bien sur la Lune que dans l'espace. Comme toujours, la vérité est très compliquée. Alors le Chevalier Noir, simple débris ou véritable engin extraterrestre ancien, oublié dans l'orbite terrestre, qui nous survole en silence depuis des siècles. Le mystère reste encore aujourd'hui entier. Et que penser de l'incident de Big Sur en 1964 ? Le 14 septembre 1964, alors qu'il était à la tête d'une unité de 100 hommes, le Dr Jacobs, alors officier de l'US Air Force, avait été envoyé à Big Sur en Californie pour photographier avec une instrumentation à grande vitesse le lancement du missile Atlas D depuis la base de Vandenberg. Lors de son témoignage, bien plus tard au National Press Club de Washington DC, il a déclaré « J'ai participé à une opération de dissimulation de l'US Air Force. À environ 257 km d'altitude, notre fusée a soudain été rejointe par un engin inconnu en forme de soucoupe volante. L'OVNI a émis 4 faisceaux lumineux sur notre ogive, ce qui l'a détourné de sa trajectoire et l'a fait retomber sur Terre, provoquant l'échec de la mission de lancement et la destruction du missile Atlas. Jacobs reçut l'ordre de se taire, ce qu'il fit durant toute sa carrière militaire. Et les nombreuses observations faites par les astronautes américains durant leur mission dans l'orbite terrestre. Est-ce qu'on en parle aussi ? Lors des premières missions spatiales Mercury ou encore Apollo, des astronautes comme Gordon Cooper, Edgar Mitchell ou même James McDivitt, ont rapporté à avoir vu d'étranges engins évoluant au-dessus de la Terre à des vitesses impossibles. Concrètement, si ces objets existent, quelles pourraient être les explications ? Une première tentative d'explication avancée est qu'il pourrait s'agir de phénomènes naturels. Des météorites, des poussières cosmiques, des débris qui entrent en orbite temporaire, effectivement ça peut arriver. Une deuxième hypothèse, peut-être des débris humains. On estime en effet qu'il y a déjà des centaines de milliers de morceaux de métal, boulons, antennes flottant au-dessus de nos têtes. Peut-être que certains de ces objets mystérieux ne sont que du débris mal catalogué. Et l'orbite terrestre est devenue une véritable poubelle, tant et si bien que des compagnies réfléchissent même à un concept de nouveaux satellites chargés de collecter ces déchets. Oui, vous avez bien entendu, les éboueurs de l'espace. Un nouveau métier. Mais l'entreprise est plutôt risquée, car dans l'espace, les objets se déplacent à la vitesse d'une balle de fusil. Dans l'espace, toute action devient très vite compliquée. Troisième hypothèse, des technologies secrètes. Peut-être qu'il s'agit de satellites militaires classifiés, invisibles au public, que seuls certains gouvernements connaissent. Mais comment pourrait-on expliquer alors qu'il y en ait des centaines de milliers ? Ce ne serait pas techniquement possible. S'il y en avait en aussi grande quantité, ce serait très difficile de les garder invisibles aux yeux du public. Donc est-ce que cette troisième hypothèse est vraiment réaliste ? Quatrième et dernière hypothèse, peut-être une origine non humaine. Et là, on ouvre la porte à quelque chose de beaucoup plus troublant. Et si certains de ces objets n'étaient pas de notre fait ? Des sondes, des observateurs, une technologie qui nous précède de très loin, rien n'est impossible dans ce monde. Mais une chose est certaine, même les agences spatiales admettent que certaines de ces observations n'ont pas d'explication définitive. Alors si on admet que ces objets sont bien là, ça soulève une série de questions vertigineuses. Pourquoi sont-ils là-haut ? Est-ce qu'ils nous observent ? Sont-ils dangereux pour nos satellites, pour la Station Spatiale Internationale, pour nos communications ? Sont-ils même capables, par exemple, de perturber nos propres télécommunications sur Terre ? Et si le Chevalier Noir existait vraiment depuis des millénaires, est-ce qu'un contact a déjà eu lieu en secret entre lui et nous ? Si oui, quelle en a été l'issue ? Et est-ce que c'est potentiellement dangereux d'entrer en contact avec cet objet mystérieux ? Et pourquoi d'ailleurs ce sujet du Chevalier Noir reste-t-il systématiquement enterré ou tourné en ridicule ? Et surtout, encore une fois, qu'est-ce que ça dit de nous, de notre place dans l'univers, si une intelligence inconnue rôde déjà juste au-dessus de nos têtes ? L'histoire de l'ufologie est pleine de récits fascinants, entre vérités partielles, désinformation et mystères jamais élucidés. Mais une chose est sûre, notre ciel, et même l'espace autour de la Terre, est loin d'avoir livré tous ses secrets. Alors dites-moi, vous, qu'en pensez-vous ? Le Chevalier Noir existe-t-il vraiment ? Est-ce qu'on nous cache la vérité sur ces objets mystérieux en orbite ? De quoi sont-ils capables ? Sont-ils guidés par une forme d'intelligence ?
Faites-le moi savoir en commentaire, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et surtout restez curieux, parce que l'histoire est loin d'être terminée. C'était DosGeek sur UFO section 51, merci à vous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de grosses bises, gardez les yeux fixés vers le ciel, restez vigilants, restez éveillés, longue vie et prospérité.